Paris au loin nous semble une maison. On a le cœur plein de chansons, l'odeur des fleurs nous met en rêve, et le bonheur nous saoule nos prochains. Chacun des plaies de la semaine, tout éloigné dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trait de l'eau, des petits oiseaux, suivis pour les jours sans repos, quand on se promène au bord de l'eau. Jean, dans un XXIe siècle qui prône l'individualisme et l'éradication des maillons faibles, sans bout, sans gabin, point de ventura et peu d'audiard. Comment ça s'est passé votre première rencontre avec Michel? Attends, le premier film qu'on a fait ensemble, c'est Gasoil? C'est Gasoil, ouais, de Grand Gilles. Il y a combien de temps? Il y a plus de 15 ans en tout cas. Il y a plus de 15 ans, oui. À ce moment-là, Jean avait déjà fait tous ses films importants et moi j'étais vraiment un débutant. J'avais fait des petits films policiers, des petites choses comme ça. Oh, j'avais quand même fait un film pas mal, un film avec Jouvet. Mais enfin, j'étais vraiment un débutant. Jean, lui, avait déjà tout son palmarès. Oh, j'avais mon palmarès. Si, t'avais déjà fait tous tes films de Carnet, enfin tout ça, quoi. Bah, avant la guerre, oui. Ouais. Oui. Et c'est Grangier qui voulait que je fasse un film avec Gabin. Bon, il n'avait pas besoin de me le dire, d'ailleurs, c'est une idée qui m'était vaguement venue tout seul depuis un certain temps. Mais tu sais ce que c'est? Les grandes vedettes, comme on dit, faut les aborder, il faut avoir l'occasion de les rencontrer, quoi. Je pense, Jean, que tu as trouvé dans les dialogues de Michel un langage que tu parlais très bien, enfin, que tu parlais naturellement. Oui, mais tu comprends. C'est pas parce qu'il est là, mais... Non, mais j'écoute. Non, mais il a du talent, tu comprends. Non, puis ça a marché, quoi. Bah, et puis il faut dire que Jean a toujours réussi admirablement en dialoguiste. Parce qu'enfin, il faut se souvenir, il y a eu Spack dans La Grande Illusion, et puis il y a eu ensuite Janson avec Pépé qui a quand même été un film important, donc surtout sur le plan du dialoguiste. Et puis ensuite, il y a eu l'époque Prévert, donc on peut dire que Jean a toujours réussi à cette dialoguiste. Moi j'en parle pas, ça m'a réussi, moi ça m'a lancé. Tiens, tu parles de Janson. Ouais. Ça me rappelle mon deuxième film avec Duvivier, Golgotha. Il m'a fait tourner Ponce Pilate. Tu parles d'une vacherie. Avec Edwige Feuillère. Avec Feuillère, ouais. Je l'appelle toujours Madame Ponce, d'ailleurs, Feuillère. J'ai dit bonjour, Madame Ponce. Et il y a eu d'ailleurs, au sujet de ce film, il y a eu une critique formidable de Janson. Formidable. Je me suis jamais autant marré. À ce moment-là, il était au Canard enchaîné. Il avait écrit « Quant à Gabin, il a plutôt l'air de descendre de la courtille que du Golgotha, mais il s'en lave les pognes. » C'est joli, ça, non? Ça t'amuse maintenant, mais à l'époque. Oh, je me suis marré, moi. Bah, moi, je me suis marré. Tu sais, il est marrant, Henri, hein. Alors là, on a l'impression d'une idylle parfaite, vous êtes en train de roucouler tous les deux sur votre canapé rouge. Oh, on recoule. On recoule. Des fois, il me dégraine. Oh. En douce. Et puis, il le met dans les papiers, en plus. Oh, on me prête des propos. Oui, alors cette idylle, elle n'est pas un petit peu ombrageuse, comme on dit, mais enfin, vous avez eu comme dans toutes les liaisons des petites brouilles. Je vais te dire pourquoi. Tu vas voir, il va me faire porter le chapeau. Non, mais non. Tu vas voir, lui, c'est une poignée de flotte. Il arrive toujours à se tirer des trucs, tu comprends? Non. Il est réputé pour avoir mauvais caractère, lui, tout le monde le sait. Tiens donc. Et moi, je passe pour avoir bon caractère, ce qui n'est pas vrai. Donc voilà, alors on a tous les deux, au fond, un petit peu mauvais caractère. Tu vas pas dire que j'ai mauvais caractère. Qui dirait ça, je ferais rire tout le monde. Non, mais c'est une légende, le coup du mauvais caractère. J'ai du caractère, c'est tout. Je suis un vieux libertaire, tout le monde peut faire ce qu'il veut, du moment qu'on vient pas m'emmerder. Mais il y avait une époque où dans tes films, tu te mettais toujours en colère, non? Bah oui, c'est tes collègues qui disaient ça. Dans le temps, ils disaient que si j'avais pas une scène de colère, je tournais pas. Tu parles. Y a rien de plus fatigant. Alors, je tiens pas du tout à tourner des scènes de colère, moi, pas du tout, même. Bah, ils avaient même dit que c'était dans tes contrats. Oui, bah une belle connerie entre nous. Ouais, remarque, ceci dit, ils avaient peut-être de l'imagination, mais t'avais quand même beaucoup de scènes de colère dans tes films. Mais mon vieux, j'avais des scènes de colère, parce que c'est les gars qui m'ont cloqué, des scènes de colère. C'était le sujet qui voulait ça. Moi, personnellement, j'y tiens pas du tout, moi. J'aime mieux tourner un petit truc peinard. Moi, tu sais, moins j'en fais, mieux je me porte. Ouais, tu dois bien avoir quelques défauts, Jean.
J'en ai. J'en suis pourri de défauts. Confesse-toi un petit peu. Je te dis, j'en suis pourri de défauts. J'ai quand même quelques qualités, quand même quelques-unes. T'en as une, la fidélité. Oui. Ouais, ça c'est vrai, celle-là tu l'as. Oui, bah c'est déjà pas mal. Hein, avec tout le monde, enfin, avec ta famille et tes copains. Bah, j'ai pas beaucoup de copains d'ailleurs. Ouais, non, c'est peut-être pour ça que tu peux te payer le luxe d'être fidèle. Tu es tout de même quelques réunions de copains avec un bon petit plat, un litre de Beaujolais, et puis qu'on se laisse aller un petit peu comme ça, sans... Oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah tu sais, on en a eu. Nous, Ouais. nous on en a eu. Il a eu des séances tout de même un peu... Ah, sévère. Sévère, c'est ça le mot, sévère. On en a eu des sévères avec lui, avec Lolino. Alors là, on en a eu des sévères. Oui, et alors là, ça peut partir sur le vélo assez rapidement, ouais. Ouais, ça doit dévier un petit peu sur les fentes de temps en temps, non? Pas tellement, non. Non? Non. La bouffe. Ah oui. La bouffe. Parce que dis donc, t'as qu'à te trouver avec Lino. Ah, Lino, c'est du sérieux. Ah ouais. Avec Lino, c'est du sérieux. Ça, alors le truc là, t'entends Blier aussi. Bernard aussi. Ah, j'ai Bernard. oublié Bernard. Bernard, c'est du sérieux. Là, Oui, vous êtes c'est en du train... Là, vous êtes intransigeant. Hein? Sur le bouffe, vous êtes intransigeant. Lui, il mange pas beaucoup, lui. Ah bah non, tu l'as dit, je bois, je peux pas tout faire. Lui, il boit, il mange pas beaucoup. Mais Lino, alors, tu parles d'un quadrille de mâchoire. Je me souviens d'une fois à la maison. Je me rappelle d'un petit salé aux lentilles, une fois, et d'un cuisseau de sanglier, une autre fois. Mon vieux, tu croirais qu'il va te tuer, Lino, quand il mange. Tu croirais qu'il va te tuer, t'oses plus parler. T'entends juste les mâchoires qui font clac, clac, clac. Tu dis merde, si je m'approche, il va me buter. Si je m'approche, il va me buter. Mon vieux, tu peux pas savoir ce que c'est, il est champion du monde. Michel, je crois que tu as commencé, curieusement, si je me souviens bien, par un interview de Chiang Kai-shek, non? Oui, ça s'appelait Chiang Kai-shek intime. C'est ça, ouais. C'était pour un journal qui n'avait pas les moyens d'envoyer un reporter sur place. J'avais fait dire à Chiang Kai-shek des choses qu'il a dû être rudement surpris de dire. Mais bon, tu sais, le dialoguiste est un reporter. D'ailleurs, les dialoguistes, enfin, les bons dialoguistes ont toujours pratiqué comme ça. Janson est un traîneur de bistrot impénitent. Prévert, dès qu'il prenait un taxi, s'asseyait à côté du chauffeur pour discuter le coup. Il y a des raisons à ça. Non, le métier de dialoguiste, je trouve que c'est plus un alibi de bavard qu'un travail d'écrivain, au fond. Parce que tous les gens ont des choses intéressantes à dire, il suffit de les écouter. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire aussi bien l'agrégé que le balayeur. Mais alors entendons-nous, à condition que l'agrégé ne parle pas de balayage et que le balayeur ne lise pas les lettres françaises, non, parce que alors là, le truc, il est foutu sinon. Mais alors toi, Michel, puisque tu es dialoguiste, comment fais-tu tes dialogues? Bon, c'est une question qu'on te posait 1000 fois, 10 000 fois, j'imagine. Oh, on pourrait parler là-dessus si on voulait. Oui. Ah, là, je crois qu'il y a dissidence. Oui, oh bah, tu vas voir, ils vont dire que je leur vole des trucs, sais-tu. Tu crois que je connais pas leur manège? Ils m'invitent à bouffer chez eux, ils disent n'importe quoi. Moi, après, j'écris des choses sublimes et ils me disent tu nous as fait des fauches, alors tu comprends que leur truc. Michel, il a inventé des choses. Un ton, en tout cas, qu'on n'avait jamais fait avant lui en France. Il a inventé une espèce de liberté, un excès, que je trouve assez poétique. Maintenant, on vous dit c'est de l'argot. Tout est de l'argot. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'argot. Il y a une langue de la rue, une langue parlée. Par exemple, dans le dernier film que j'ai fait avec Gabin, pour vous donner un exemple parmi 1000, je lui fais dire quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Il n'y a pas un mot d'argot là-dedans. Vous pouvez démonter la phrase dans tous les sens et on dit que c'est de l'argot. Mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'argot. La langue de la rue, c'est la seule nouvelle, riche, en perpétuelle évolution. C'est la seule qui apporte quelque chose. Moi, je crois que la rue a plus fait pour l'évolution de la langue française que la Sorbonne. Il n'y a que M. Truffaut pour croire qu'on rentre dans un café en criant « Salut les amanches !» La langue que j'écris pour mes films de truands est une langue qu'on ne comprendrait dans aucun bistrot de Paris. Tout est faux. Il n'y a pas un truand qui parle comme ça. Le vrai langage des truands est con, inintéressant. C'est les gens qui parlent imagés qui sont drôles. Enfin, il m'est quand même arrivé de dire du texte qui venait de Gabin. Je reconnaissais le genre d'expression qu'utilise Jean. Oui, L'inverse a dû se produire. certainement. Lénon, la légende raconte que lorsque Jacques Becker cherchait un Italien pour jouer dans Touchez pas au Crespi, vous avez répondu « Vous savez qu'avec Foggy une brique, et moi je tourne dans votre bidule. » Est-ce vrai? Oui, c'est vrai. Ah. Et votre rencontre avec Jean? La rencontre avec Jean. Oui. Ben, je me souviens, je suis arrivé au studio de Boulogne avec ma petite valise à la main et j'avais demandé à voir Jean. Alors on m'a dit, vous le verrez tout à l'heure sur le plateau. Alors moi j'ai dit non, je vais le voir tout de suite. Et au bout d'une demi-heure, j'ai enfin rencontré quelqu'un qui a osé m'amener à la loge de Gabin. Alors je suis rentré, j'ai frappé, il y avait son habilleuse qui était là, qui m'a demandé ce que je voulais.
J'ai dit que je voulais voir Monsieur Gabin. Il m'a entendu, il est sorti du cabinet de maquillage où il était, et je crois que je fais du cinéma aujourd'hui grâce à ça. Il m'a pas demandé ce que je voulais. Il m'a tendu la main, il m'a dit « Ça va ?» J'ai dit « Ouais, ça va très bien. » Il m'a dit « Alors, à tout à l'heure ?» J'ai dit « C'est ça, à tout à l'heure. » Voilà. Et ça, je trouve ça fantastique. J'avais vu des bouts d'essai, je trouvais qu'il avait une présence terrible, une personnalité terrible. Alors, je demande à Becker où est-ce qu'il a déniché ce gars-là, et il me dit bah, c'est un catcheur. Alors le film a marché, et puis c'était parti, quoi. Lino, j'ai énormément d'estime pour lui en tant qu'homme, parce que dans la vie, c'est un homme droit, loyal, c'est un homme honnête. C'est toujours cette histoire d'amitié, quoi. J'ai besoin de travailler avec des gens que j'aime. Et moi pareil, je suis un gars à habitude, et j'aime bien travailler avec les gars avec qui j'ai déjà travaillé. Ils me connaissent, tu comprends? Ils connaissent mon mauvais caractère. Oh, ouais, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes une paire d'amis depuis le début du parlant. Une bonne trentaine d'années, quoi. Ça date pas d'hier. Je vais vous dire si je le connais. Cela fait donc 60 ans que vous tournez, Bernard Blier? Beaucoup plus. Je tournais avant Méliès. Et vous pensez que cette escroquerie va se prolonger indéfiniment? Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Quand on a un job qui est un racket, soyons francs, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Maintenant, les gens, ils peuvent plus se passer de moi. Mais ce que je voulais dire, c'est que moi, qui connais bien Jean, je vous le jure, ce n'est ni un cabochard, ni une forte tête, c'est un homme ravagé par la timidité. Voilà. Jean, en plus d'être un acteur génial, est un copain formidable. Mes amis sont ma plus grande richesse. Je ne pourrais pas m'en passer. C'est vital pour moi, comme l'oxygène. Je n'ose pas envisager ce qui se passerait si demain je ne les avais plus. Dans un métier où tout le monde s'embrasse et se tutoie, les faux amis sont légion. Mais on ne s'improvise pas amis à la fin d'un repas bien arrosé. Je vais quand même vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée avec le monsieur qui est là à côté de moi. L'acteur, là. L'artiste. C'est ça. L'artiste. Il y avait un temps où je tournais à Paris, on était avec Jean, et tous les soirs on dînait ici parce qu'il n'y avait pas grand monde. Alors c'était l'été, il faisait beau, c'était magnifique, et un soir on était en train de dîner tous les deux, et qui est-ce qu'on voit arriver? Monsieur Blier. Alors il nous voit, et la suite tu la devines, on s'assoit tous les trois à la même table et on commence à manger. Et à cette époque-là, j'aime mieux vous dire qu'on se tenait mieux à table qu'à cheval, si vous voyez ce que je veux dire. C'était sérieux. Alors évidemment, de quoi parlons-nous en mangeant? Entre intellectuels, on a commencé par des recettes de cuisine, et patati et patata, et des adresses. Et à la fin du repas, et Dieu sait si c'était un repas, celui-ci dit « Je viens de découvrir une adresse fabuleuse. » « Ah bon, fait le vieux, et c'est quoi qu'il dit? » L'autre, il avait les larmes aux yeux en parlant, il n'en pouvait plus, il était comme ça. Et il fait « Il y a un pot-au-feu, etc., etc. Je vous donne ma parole d'honneur. » Ah, il nous a sauvé la vie avec Gabin. Ils se sont levés de table et Jean a dit « On y va !» Alors là, je leur ai dit « C'est pas possible les gars, demain on va mourir ou tourner. » Et je leur ai sauvé la vie. Car à 11h du soir, on prenait la voiture et on allait bouffer le pot-au-feu. À la gare du Nord. À la gare du Nord, on tournait le clan des Siciliens. Oui. Lino, c'est pour moi le type qui confectionne les meilleures pâtes aux fruits de mer de Rome. Il se donne un mal de chien pour les faire. Il les achète pas toutes faites. Il va au marché le matin, il va voir, il achète ses pâtes lourdes, tout bastringue, il prend des pâtes fraîches, il vous confectionne ça, ça lui prend bien ses 3 ou 4 heures de boulot, mais c'est un cérémonial extraordinaire. Jean, c'est la grande muette. Il peut rester muet pendant des heures, se taire pendant des heures. Mais alors, dans un dîner de copains, pardon, il est intarissable. Il vous raconte ses histoires de guerre dans un langage très, très, très imagé. La grande muette. Mais raconte-nous un petit peu cette histoire de guerre. Mais tu le sais, je suis parti, j'avais 37 ans. Alors je suis parti, j'étais en plein boom, quoi.
J'avais tourné tous les bons films que tu connais, que j'ai tournés. Bah, puis la guerre est arrivée. Je suis revenu, j'avais les cheveux tout blancs. Alors tu sais ce que c'est, les cheveux tout blancs, ça a changé de personnage. Alors je m'étais barré, pas non plus pour le plaisir d'aller en Amérique. Hein. Je te le dis franchement, mais c'est parce que j'avais d'autres raisons de foutre le camp, tu comprends? Je voulais pas venir travailler à Paris à cette époque-là. Je suis parti, quoi. J'ai eu l'occasion de partir, je suis parti. En captivité, moi qui vous parle, j'ai perdu 27 kilos. Et quand je suis revenu de captivité, personne ne voulait plus me faire travailler. On disait, Blier, qu'est-ce que vous voulez qu'il joue? Il est maigre. Oui, ça a été dur, tu sais. Moi, de 39 à 47, j'ai eu un trou. Évidemment, j'ai fait 2 films en Amérique, mais bon, on peut pas compter ça, tu comprends. J'ai été obligé de les faire pour bouffer. C'est le cas de le dire. Ça a été dur, tu sais. Ça, c'est ce que j'appelle ma période noire, quand le drapeau noir flottait sur la marmite. J'ai réussi à me tirer avec les papiers d'un mort. Ça n'a l'air de rien, mais j'étais gros comme un stylo, quoi. Alors, j'ai eu une période de jeune premier timide et gentil, puis après, il faut dire que quand tu tournes des petites choses comme Les Misérables, Une broutille et 3 fois rien avec Gabin, tu retrouves vite ta ligne. Parce que le soir, à Berlin-Est, hein, on tournait là-bas, il n'y avait pas beaucoup de distractions. Alors, on buvait le coup assez violemment, c'est-à-dire qu'on se tapait une bouteille de whisky tous les deux, quoi. Pas énorme. Non, pas énorme. Alors, il fallait tout de même 2-3 amuse-gueules, des olives, des petits gâteaux, des petites choses salées. Alors chaque semaine, l'un de nous deux était chargé des commissions. Hein. Alors, quand c'était Jean, je l'appelais mademoiselle, et quand c'était ma semaine, il m'appelait madame. Mais je crois que je suis le seul acteur à pouvoir dire qu'il a été en ménage avec Gabin. Combien de fois dans une ville étrangère ou dans un petit trou perdu, j'ai entendu Bernard me dire « T'en fais pas, j'ai une adresse ». Il a un 6e sens pour ça. Il sent le petit bistrot où on becte gentiment. Je crois beaucoup au coefficient Binette, je consulte jamais avant d'entrer. Et grâce à ce 6e sens, même dans les pays réputés pour la médiocrité de leur gastronomie, Bernard a toujours réussi à me faire faire des repas plus qu'honorables. En revanche, il se méfie du clinquant, du faux chic. Si on cherche à épater le client à l'entrée, c'est pour mieux lui faire avaler l'addition à la sortie, et alors là, je me débine. On a abîmé la cuisine à coups d'additions trop salées, de littérature trop hermétique, et de nouveaux chefs qui ne savent pas faire cuire les légumes. C'est sacro-saint la table, et on est, il faut bien le dire, une bande de goinfres. Partout où on passait, on laissait un souvenir. Mais quand on est entre copains, c'est formidable. C'est comme une communion quand on est à table. Après, tout dépend de la table. Chez Georges, c'est différent. Chez Georges? Georges Brassens. Georges Brassens. Avec Georges, c'est différent. Quand il te dit « Viens dîner à la maison », tu lui réponds « Oui, d'accord ». Puis tu prends la voiture, tu prends les casseroles, les produits, tout. Parce que, je vous assure que c'est vrai, hein. Chez Georges, « Viens dîner à la maison », ça veut dire une boîte de pâté, une boîte de sardines, un saucisson qui traîne. Alors ça va un moment. Georges, il aime que les sandwichs. J'ai une très belle histoire avec Brassens. Un soir, les flacons avaient défilé. Brassens s'est pas fait un nom dans l'alcoolisme comme nous, mais enfin, il opère en tachette. Alors, on était un peu abîmés, et Brassens me dit moi, mes 2 chanteurs préférés, c'est Brassens et moi. Et alors moi, je me disais pareil, bah, mes 2 chanteurs préférés, c'est Brassens et lui, quoi. Jean, dans ces grandes amitiés, où sont les femmes? Les frangines? Oui. Ah, elles sont là, t'inquiète pas. Ah, Simone. Simone Signoret. Je préfère. Vous avez tourné avec Jean. Comment est-il? Quand j'étais très jeune, il n'était pas pied du tout, et il était très beau. Il jouait très bien. Jouer avec Jean. Au moment où on répète tous les deux, je ne sais pas du tout comment je vais faire des choses. Puis je le regarde, puis je l'écoute, et alors ça vient. Et c'est très rare ça quand on a ça avec les gens. Et la sono est là, et là je vois des choses. Et je sais pas des choses, ce que je ne savais pas dans ma tête, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prémédite. Bon, je sais pas, je sais lire bien sûr, je vois à peu près à quoi elle va ressembler la bonne femme, mais je ne sais pas ce qu'elle est. Je le découvre qu'en le jouant avec Jean. Mireille d'Arc, tu as tourné avec eux, pourtant on a du mal à t'imaginer au milieu de cette bande de machos. Mais ils m'ont beaucoup respecté. Ils ont compris que je savais très bien où je voulais aller. Moi, j'ai arrivé à l'heure. Je connaissais mon texte, je ne me plaignais jamais,
Donc j'avais le comportement d'un mec pour eux. Et en plus, ils voyaient que j'étais efficace. Ils vous méprisent à partir du moment où vous vous comportez comme une femme qui a besoin qu'on s'occupe d'elle. Ton premier rôle important? Le pissenlit par la racine. Et là, je rencontre toute la bande, sauf Leno Ventura. Mais tous les autres sont là, et ce n'est pas détendre. Hein. Ils sont exigeants sur un tournage. Et ils ne vont pas vous accepter si vous n'êtes pas au taquet. Bernard, par exemple, si vous ne savez pas bien votre texte, il vous met tout de suite KO. C'est difficile à dire du Audiard? Ah oui, mais bon, quand je parle pas comme ça dans la vraie vie, je ne savais pas toujours le sens. Le tout, c'est de balancer le texte comme ça, sans chercher le rendre plus vrai que nature. Moi, je suis pas un titi parisien. Michel a l'habitude d'écrire pour des acteurs qu'il connaît. Tu l'as rencontré avant ou pendant le tournage du film? Mais il ne m'a pas écrit le rôle spécialement. Il a écrit avec l'idée que j'étais comme tous les vies qu'il décrivait généralement, c'est-à-dire des pétasses. Donc j'étais une pétasse de plus. Alors, ce n'est pas un film de Michel, mais parlons tout de même du Grand Blond avec une chaussure noire. C'est un rôle important dans ta carrière, même si tu n'y joues pas énormément. Oui, il avait 8 jours de tournage seulement et je me suis dit, merde, encore un rôle de baladeuse. Et pourtant tu le fais. Ah oui, parce que je sais lire un scénario. Je ne peux pas passer à côté de ça. C'est jouissif quand vous le lisez. C'est à tomber. Et là, je me suis dit qu'il faut que je me démerde pour qu'on se souvienne de moi, pour que j'existe dans le film. Et tu penses à la robe. La robe, oui. J'ai commencé par donner le scénario à Guy Laroche. Bon, il m'a dit, là, il faudra une belle robe du soir. Bien entendu, il part avec l'idée d'une robe décolletée. Je lui dis, mais arrête, j'ai pas assez de poitrine pour faire rêver des gens. Pourquoi on ne fera pas un décolleté dans le dos? Bon, on commence là, et pendant qu'il parlait, je dis, descends, descends, descends. Et il avait une petite main qui mettait les épingles dans le dos. Et quand je l'ai vue devenir toute rouge, là, je me suis dit, ça devenait intéressant. Parce qu'il avait honte de me regarder. La robe, elle a été décolletée jusqu'aux limites de la correctionnelle. Michel, la nouvelle vague, Quoi? qu'est-ce qui vous inspire? La nouvelle vague. Le cinéma est un métier. Celui qui l'exerce s'appelle un cinéaste. Celui qui ne l'exerce pas s'appelle un cinéphile. Celui qui souhaite l'exercer s'appelle un jeune critique. Les gens qui entrent dans une salle de cinéma s'appellent des spectateurs. Le cinéma est donc un spectacle. Un grand film est destiné à plaire à des millions de spectateurs. On ne fait pas de l'art pour autant de gens. Les gens de la nouvelle vague se croient importants, parlent de leur prochain film, pensent que tout le monde les guette, mais tout le monde s'en fout. On va au spectacle parce que c'est un plaisir, un divertissement, mais sinon, tout le monde s'en tape. Depuis 2 ans, Anouilh n'écrit pas de pièces. Paris ne s'arrête pas de respirer pour autant, alors que c'est le plus grand auteur vivant. Le cinéma est un plaisir, un divertissement. Il faut des films d'aventure, des films policiers, des choses comme ça. Mais surtout pas la vie d'un type qui part à l'usine et qui a les ennuis chez lui avec sa femme et ses gosses. Qu'est-ce que vous voulez que ça leur foute aux gens qui connaissent ça par cœur? Et ceux qui ne le connaissent pas, ça les ennuie de toute façon. Moi ça ne m'intéresse pas du tout. On peut faire demain un film sur un étudiant qui cherche une chambre dans Paris. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous foute, un étudiant qui cherche une chambre? Il n'y a qu'à pas être étudiant. Le cinéma n'est pas un art confidentiel. Si on écrit pour soi, on édite des plaquettes de poésie à compte d'auteur. Et je ne vois pas pourquoi un monsieur intelligent aurait raison seul contre 2 millions d'imbéciles. Le cinéma intellectuel n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Les salles dites d'art et d'essai sont des épiceries spécialisées dans l'amphigorisme et le galimatias. Ah, celui qui n'a jamais assisté à un débat avant une projection dans un ciné-club ne peut pas prétendre s'être vraiment marré dans la vie. On y côtoie des androgynes hallucinogènes qui se chamaillent à propos du nom de l'assistante monteuse d'Eisenstein sur Yvan le Terrible.
qui savent que le plan numéro 114 de Citizen Kane a été post-synchronisé sans l'autorisation d'Orson Welles. Et qui savent sur John Ford, mais des choses que John Ford ne soupçonne même pas. René fait des choses admirables, mais il a des auteurs impossibles à mon avis. Moi, le truc de Rob Grillet, ça m'emmerde, mais d'une façon épouvantable. Marguerite Duras aussi. C'est pas des auteurs, ça, non, c'est pas des auteurs. Enfin, on va tout de même pas nous faire passer Rob Grillet pour dialoguiste. Faut être sérieux quand même. Rob Grillet et Duras, je ne les comprends pas. Lorsqu'il y a un dialogue d'eux, on devrait équiper les fauteuils avec des écouteurs comme à l'ONU. Le verbe de Duras et de Rob Grillet serait traduit instantanément en français par des spécialistes. Si je veux être sincère, je n'ai pas détesté à bout de souffle de Godard. Non. Si on tient compte qu'il s'agissait d'un travail imparfait d'un débutant. À part Belmondo et Boyali, la nouvelle vague, il nous a rien apporté. Rien du tout. Le bilan est mince par conséquent. Et la nouvelle vague, pour moi, c'est la fable éternelle de la montagne qui accouche d'une souris. Vous verrez, avec le recul, dans 4 ou 5 ans, on en aura honte. Mais comme le monde du cinéma n'a honte de rien, alors... Je suis individualiste, oui. Je ne crois pas aux films sociaux, oui. Le cinéma vérité a fait complètement faillite, ça a été un bidon intégral, une escroquerie. La nouvelle vague n'a pas de scénario avant de tourner, ni en tournant, bien entendu. Emploie des interprètes qui ne connaissent absolument pas leur métier de comédien. Il est vrai que les textes qu'ils ont à dire sont tellement exécrables qu'il est préférable qu'ils soient inaudibles. Est-ce que ça vous suffit? Ouais. Passons à autre chose. Jean, metteur en scène, ça t'a jamais dit de le faire? Oh, il y a un moment où j'aurais... Mais tu sais, d'abord il aurait fallu une bonne histoire. Et puis je l'aurais fait pour les acteurs. Parce que moi j'adore les acteurs. J'adore les acteurs. C'est chouette les acteurs. C'est battre les acteurs. C'est eux qui traduisent tout. On raconte ce qu'on voudra, mais c'est eux qui traduisent. Mais alors, c'est quoi un auteur, Simone? Bah, déjà jouer, qu'est-ce que c'est jouer? Jouer, ça se dit bien, ce que ça veut dire. Ça veut dire s'amuser. C'est écouter et répondre à ceci près. Que ce que nous dit, que nous répondons, ce n'est pas nous qui l'inventons. C'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit et tout le jeu consiste justement à avoir l'air d'inventer. D'inventer qu'on écoute et d'inventer qu'on répond. Un véritable acteur est perpétuellement inquiet. Ce n'est pas un métier que l'on peut faire à la légère. On joue la comédie pour sortir de sa peau. C'est l'angoisse qui fait naître le comédien. Un être beau, qui a envie de faire l'acteur, comme on dit. Il veut quoi? Il veut réussir, il veut avoir sa photo dans le journal, il veut gagner de l'argent. Et c'est après que la vraie vie de l'acteur se comprend. Mais c'est très tard. Moi, j'ai commencé comme Jean, comme Bernard, en faisant de la figuration. Et c'est une très, très bonne école, parce que c'est l'école de la discipline qui... L'école nécessaire. Bah, je ne sais pas si c'est nécessaire ou pas. Je suis incapable de dire il faut ça ou il faut pas ça. C'est l'école dure de la discipline dans l'anonymat. C'est le régionnement, quoi. Il faut être là à 8h parce qu'il faut être prêt à tourner à 9h. Parce que si vous n'êtes pas prêt à tourner à 9h, on prendra d'autres. Moi, je ne me considère pas du tout comme un acteur. Oh. Ce n'est pas du tout un numéro de fausse modestie pour que vous me répondiez « Mais si, vous êtes un acteur ». Non. Non, non. Un acteur, pour moi, c'est autre chose. Un acteur, pour moi, c'est un monsieur qui a reçu une formation dans un conservatoire, qui a travaillé, qui est capable demain d'être du Guesclin, puis de du Guesclin, il passe à Armand, à genoux, avec un bouquet de violettes. Ça, c'est un acteur. Moi, ça, je sais que je suis incapable de le faire. La présence au cinéma, ça ne s'explique pas. Vous pouvez avoir des gens qui ont énormément de talent, mais qui, hélas, n'ont ni la présence, ni la personnalité. Et ça, je pense que, comme on dit, il faut être touché des dieux pour avoir ça. Mais ça ne s'apprend pas. Et ça, Lino, il l'a, c'est tout. Lino est un personnage inquiet, un angoissé, un perfectionniste. Il se pose beaucoup de questions, il est très proche de son public, il veut vraiment lui livrer le meilleur film possible. Il est sérieux, très exact, très ponctuel, et il se bagarre pour le film, il croit à ce qu'il fait. Je vais vous dire, ça se voit tout de suite quand on voit un gosse de 12-13 ans, de 15 ans, on sait s'il fera le métier ou non. On sait s'il sera de la roulotte, comme on dit chez nous. Ah, parce que ça se sent. Mais Bernard, en dépit des apparences, toi, t'as fait une école. Tu étais élève de Jouvet. Et
Je suis rentré au conservatoire dans la classe de Jouvet, j'y suis resté 4 ans. Ouais, et est-ce qu'il y a aujourd'hui des hommes de la classe de Jouvet? Non. Non? Non. Et il n'y a pas d'histoire, l'espoir qu'il y en ait? Ah si, j'espère que si, mais comme lui, je n'ai pas retrouvé. Parce que était énorme. Il était le théâtre. Vous comprenez? Oui, je comprends. Bernard, à quel moment es-tu devenu véritablement un comédien? Je ne sais pas. Tu as toujours été. Peut-être, oui. Peut-être que c'est une bonne réponse, ou alors je ne le saurai jamais, parce que c'est jamais fini ce truc-là. Vous comprenez, on croit, on sait beaucoup de choses, mais on sait rien. On sait jamais rien. Parce que moi, quand je vois jouer Jean, je me dis la vache, il y a beaucoup à apprendre. Il y a des acteurs qui m'ont toujours épaté, qui m'épateront toujours. Ouais, un acteur, qu'est-ce qu'il doit avoir? La présence. La présence humaine. Il faut qu'on le sente, même s'il ne dit rien, pas un mot. Et jouer Electre de Giraudoux à l'Athénée 1937. Vous l'avez sûrement pas vu. Mais moi, je vous le dis, quand on était au fond de la salle, il jouait le mendiant. Il entrait en scène au milieu d'une foule de 40 personnes. On le sentait entrer en scène, avant qu'il parle. Et il était de dos. Jean, ça fait 40 ans que tu fais ce métier. 40 ans, oui. 40 ans. 40 ans. Et j'en ai vu, tu peux me croire, des inepties. Et j'en ai lu. Mais qu'est-ce que tu veux? Faut le prendre comme ça. Moi, personnellement, maintenant, ça ne me touche plus parce que j'en ai tellement vu que je m'en fous. Je m'en fous totalement, d'ailleurs. Mais enfin, je pense que c'est des journalistes, je ne parle pas pour vous, Zitrone, mais une certaine catégorie de journalistes, les gens qui font les chiens crevés dans le cinéma, si j'ose dire, bah, évidemment, ils vous posent toujours les mêmes questions. Ils vous demandent ce qu'on pense du rôle, de ce qu'on ceci, de ce qu'on cela. Moi, je leur réponds toujours, mais moi, je pense rien. Et qu'est-ce que tu veux que j'en pense? Et c'est vrai d'ailleurs, qu'est-ce que vous voulez en penser? On a un truc à faire, faut le faire. C'est un boulot comme un autre. C'est un magnifique métier. C'est un très beau métier, quoi. Je remercie ce métier-là. Moi, personnellement, je lui dois tout. Ceci dit, j'aime bien le faire bien, mais je ne suis pas un dingue. Tu vois ce que je veux dire? Je ne suis pas un dingue de cinéma. Si je tourne plus, ça ne me manquera pas. Ouais. Alors j'ai de la chance là d'être comme ça devant toi avec mon petit verre, mon crayon, t'écouter, parce que c'est pas souvent que les journalistes ils sont reçus ainsi. Pour la télévision? Oui, pour la télévision. Oui, enfin, c'est exact, parce que j'aime pas ça. Et puis, je parle pas aux cons, ça les instruit.